Ensemble la France en commun, réunir les Français. Ces prochaines semaines, nous serons tous abreuvés de discours, de slogans, au moyen desquels les candidats de tous bords se targueront d'être les uns plus fédérateurs que les autres. Alors, au cours de cette campagne présidentielle, nous allons réfléchir à ce qui, dans la tradition juive, fait peuple, ce qui constitue fondamentalement un groupe, ce qui lie ou sépare les êtres humains. Et comme un collectif, c'est avant tout une somme d'individus, de singularités, c'est peut-être dans la confidentialité d'un cabinet de psychanalyse que cette équation se formule en premier lieu. Bonjour Françoise Atlan. Bonjour. On vous connaît sur Acadème, en tout cas psychanalyste, familière des textes juifs. Vous avez commenté la paracha notamment sur Acadème. Il y a une grande marloquette dans le monde, il y a une grande discussion. C'est quoi les juifs finalement? C'est un peuple, une ethnie, une religion? Il y a quelque chose qui s'appelle la nation juive. C'est une nation, les juifs? Alors, si la définition de Larousse pour dire nation, c'est une entité politique. Une entité politique, qu'est-ce que c'est? Le critère du politique, c'est la paix sociale en quelque sorte. C'est maintenir le lien social entre ceux qui vivent ensemble. Et si le critère du peuple, c'est la fraternité, eh bien la première scène politique dans la Bible, ça va être Caïn et Abel, qui vont, justement, le texte dit, Caïn parla à Abel, et puis après, il se jette dessus et il le tue. Donc, la fraternité, ça commence mal dans la Bible. Alors, les mots utilisés dans la Torah par rapport au mot peuple, alors à ma connaissance, la première fois qu'on va parler du peuple, ça va être autour de Bavel, où on va parler de Amechad et de Safa Achat. Ça, c'est le premier critère. Un peuple et une langue. Un peuple, une langue. C'est comme ça que c'est défini en premier dans le texte de la Bible. Ensuite, on va parler d'Abraham, où là, Dieu va lui dire « Je ferai de toi un grand peuple, Goy Gadol ». Alors, par rapport à Am, qui sont les mêmes lettres que le mot im, avec, et donc ça veut dire vivre ensemble, eh bien le Goy Gadol, donc contrairement à ce qu'on s'imagine qu'un Goy c'est un non-juif, non, dans le texte de la Bible au départ, c'est un peuple dont le critère est d'abord le terrain, le territoire. Et il est appelé aussi Ish Ivri, l'homme hébreu. Donc c'est à partir d'Abraham que va commencer l'histoire du peuple hébreu. Et par rapport aux multitudes de nations, quelle est la spécificité d'Abraham? C'est que c'est celui qui va rompre avec l'idolâtrie. Donc c'est le premier qui rompt avec les idoles de son père. C'est celui qui va rompre également avec l'idolâtrie, le sacrifice humain, puisqu'il ne va pas tuer Yitzhak. Donc vous voulez dire qu'il y a déjà à ce moment-là en puissance une identité collective qui va faire son chemin. Oui, et puis c'est celui à qui Dieu va demander d'inscrire l'identité hébraïque. D'abord, on va l'appeler hébraïque puisque c'est l'histoire du peuple hébreu qui commence par la Brit Mila. Donc la première inscription est sur le corps. La première carte d'identité. La première carte d'identité, ça va être l'inscription sur le corps. Alors ça, c'est quelque chose de très important puisque voilà, on se demande toujours, les Juifs sont-ils une ethnie ou pas? Là, vous dites, il y a un terrain, au sens propre du terme, primordial, mais très vite, on va passer dans... Alors, c'est du symbole gravé sur le corps. Absolument. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une ethnie, le peuple juif? Parce que l'ethnie, c'est la même ascendance. Or, on accepte, chez le peuple juif, les gens qui ont décidé d'être juifs. Des convertis. Des convertis. Et donc, c'est pour ça qu'on peut appeler également le peuple juif une ethnie. Ensuite, quand Rivka est enceinte de son mari Yitzhak, Dieu va lui dire, dans tes entrailles, il y a deux peuples, Shne Goyim, mais il va lui dire aussi, Shne Leumim, deux nations. Quelle différence entre les deux? Alors, Leumim, ça vient de M. La mer. La mer. Comme également Ouma.
Et là aussi, il y a quelque chose de familier entre les deux termes, les hommes et Ouma, puisque les deux viennent de M, de la mer, et c'est comme ça qu'on va appeler aussi les nations du monde. Oumot. Oumot Haolam, les nations du monde. Et ça se rapproche aussi de l'étymologie de nation en français, qui est aussi basée sur le critère de la naissance. Alors, un peu comme on dit la mère patrie. Voilà, la mère patrie, par exemple. Le critère, par la suite, qui va être halachique, dans la définition du juif, eh bien, ça va être celui qui est né de mère juive. Donc, on parle de l'histoire des pères, mais il y a aussi l'histoire des mères. On ne dissocie pas le père et la mère dans la nation juive. C'est d'abord l'histoire des pères et des mères. Donc c'est une question de famille, là. C'est une question de famille. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est aussi une manière de nous dire d'où on vient. Là, je vous ai parlé de l'inscription dans le corps par rapport au Havot, où être juif, c'était un lien de filiation charnelle biologique. Et là, on va passer à une autre filiation qui est celle de Moshe Rabbeinu, où là, de Moïse, mais Moshe Rabbeinu, là, on passe du père et on va passer au maître. Où là, il va s'agir de la loi, où on va transmettre la loi. Et le critère d'être du juif, ça va être aussi, là aussi, l'inscription dans le corps, puisque la loi, ce sont les 613 mitzvot. Donc, une mitzvah, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, c'est quelque chose qui se vit dans le réel du corps. Et devenir juif aussi, donc. Alors, donc, devenir juif, c'est quoi les critères quand quelqu'un va vouloir devenir juif? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire le mikvé, donc on trempe le corps dans le bain rituel. Dans le bain rituel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu vas prendre sur toi le hol des 613 mitzvot, le joug des mitzvot. Donc, ça veut dire que le critère d'être juif, ce n'est pas se sentir juif. C'est prendre sur soi, avec son corps, la loi. Et pourquoi? Eh bien, on pourrait dire que si on se sent juif, c'est un critère subjectif. Voilà, mon fantasme, c'est d'être juif. Eh bien, le fantasme, il ne se transmet pas de génération en génération. Alors que si ça passe par la loi, eh bien, on imagine que eh bien, dans 3 générations, si quelqu'un a oublié de certaines mitzvot, il y aura toujours un petit quelque chose d'une mitzvah, donc passé par le corps, qui pourrait être transmis de génération en génération. Et qui dépasse le fantasme de l'arrière-grand-père. Et exactement. Il y a un référentiel plus grand qu'un individu. Voilà, le critère n'est pas d'être juif, c'est pas un fantasme. D'ailleurs, au moment où les juifs reçoivent la loi, d'abord, ils la reçoivent en disant « Naaseh v'nishma », je ferai et je comprendrai, mais après, Dieu leur dit « Eh bien, vous avez intérêt à accepter, autrement, la montagne va vous tuer ». Ça veut dire que c'est une contrainte en même temps. Ça veut dire que c'est Dieu qui choisit le peuple juif pour être juif. Ça, c'est toute la dialectique du converti au judaïsme en général, mais tout le monde peut expérimenter ça, surtout en psychanalyse. On chemine dans la vie et puis on croit faire des choix. Puis on se rend compte au bout de quelques années qu'en fait, tout nous a conduit à cela. C'est-à-dire que la chose qu'on a choisie nous a choisi autant qu'on l'a choisie. Quelque chose comme ça. Ça s'impose à nous, c'est ça que vous voulez dire? Absolument, ça s'impose à nous. On n'est pas dans un critère imaginaire. On n'est pas dans un critère de subjectivité. C'est pas moi et ma liberté. Voilà. On est le peuple, eh ben, justement, la loi, on la reçoit comme un peuple. Pas mais en même temps, la loi, elle est donnée à chacun, puisque quand on parle des 10 paroles, la parole de la transcendance, c'est « tu ». Donc, en même temps, le peuple, et en même temps, chacun, avec la subjectivité de chacun. C'est-à-dire que ça ne reste pas une idée, une abstraction, parce que c'est ça le problème, on entend beaucoup liberté, égalité, fraternité, démocratie, citoyenneté, mais on sent que ça reste des abstractions.
Est-ce que la loi juive, là, oblige à l'engagement par le corps? Voilà, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que c'est véritablement une nation, puisque le critère ne veut pas être un territoire, ne veut pas être une politique, puisque le politique existe. On ne dit pas que le politique n'existe pas, mais on considère que c'est un moindre mal. Alors, tout ce que vous venez de nous expliquer permet peut-être de comprendre mieux un passage étonnant du Talmud, dans lequel on donne une définition, mais négative de ce que c'est être juif. On nous dit que quiconque n'est pas idolâtre, Nikra Yehudi, s'appelle juif. Ça fait beaucoup de gens aujourd'hui. C'est quoi cette définition? Alors, du temps de Mordechai, bon, Mordechai, il est Ish Yemini. Donc là, on est dans l'histoire de Purim. On est dans l'histoire de Purim. Il est descendant de la tribu des Binyamin. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Ish Yehudi, donc éventuellement de la tribu de Juda? C'est le premier qui est appelé juif. C'est le premier qui est appelé juif. Donc comme si il allait devenir le relais de l'époque du peuple hébraïque, du peuple hébreu, au peuple juif. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de l'hébreu aux juifs? Eh bien, si on prend l'étymologie de Yehudi, Judas, c'est le quatrième fils de Léa, où Léa remercie Dieu de lui avoir donné un quatrième fils. Et Judas, ça va être celui qui va reconnaître, avec l'histoire avec Tamar, que c'était bien lui le possesseur c'était bien le père le père de l'enfant que portait Tamar. Donc il est c'est un critère de reconnaissance, c'est celui qui reconnaît. Avant le peuple hébreu, on est dans une espèce d'époque où eh bien, il y a les miracles, il y a Dieu qui parle, il y a le miracle de la mer Rouge, il y a le Matan Torah, on voit les voix, et à l'époque de Mordechai, c'est Esther Panim. Il y a un voilement de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Et donc ça n'échappe pas à Aman, d'ailleurs Aman va dire le Dieu des Juifs est en train de dormir. Eh bien, c'est comme si le mouvement là qu'il va y avoir pour le Juif, ça va être lui qui va devoir reconnaître ce qui, dans les événements de l'histoire, sera le langage de Dieu. Un décrypteur. C'est un espèce de décrypteur. C'est celui qui, dans l'histoire, va sentir que c'est l'histoire de Purim, où quand on dit le roi, eh bien, il y a le roi Achashvérosh, mais on parle de l'autre roi. Là aussi, l'époque de Purim, qu'est-ce que ça va être? Ça va être aussi, puisqu'on a parlé de l'idolâtrie, ça va être aussi le commencement de la fin de l'idolâtrie sous la forme justement des idoles. Bien qu'Aman avait une idole autour de son cou. Mais l'idolâtrie va changer de nature. Et elle ne va pas être de la même consistance qu'autrefois. Et le juif, ça va être celui donc, qui va, à partir, puisque c'est la fin de la prophétie, c'est la fin de l'idolâtrie, mais on pourrait dire également que c'est le politique qui va prendre le relais de l'idolâtrie. Et quel va être pour le juif l'antidote justement aux politiques, à cette nouvelle, parce que c'est quoi l'idolâtrie? Là, ça va plus être des statues, mais ça va être une pensée, ça va être une cause politique. Alors on ne manque pas de rappeler que Éric Zemmour est juif, c'est un idéologue, les juifs ne sont pas à l'abri de l'idéologie. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ce phénomène, ce symptôme, je ne sais pas, Zemmour en France? Alors, je vais dire que le fait que ce soit un juif qui parle de l'étranger
pas comme les textes juifs, puisqu'on nous rabâche tout le temps, et chaque année à la fête de Pessah, on nous dit « n'oublie pas que tu as été esclave en terre égyptienne ». Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le critère du juif toujours, ça va être de voir le monde et de voir le monde à travers, non pas les yeux du plus fort, mais à travers les yeux du plus fragile. Et on n'est pas dans... D'ailleurs, au moment où les Égyptiens sont dans la mer, on ne se réjouit pas. Il n'y a aucune fête juive, nationale, où on se glorifie de la mort de nos ennemis. Y compris Hanouka d'ailleurs, où il y a même Rav Meir Simcha, qui est mort en 1926, à 80... Le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, celui qui écrit le Meshech Chochma, eh bien, il dit qu'il y a eu le Ness de Hanouka, de la fiole, le miracle de Hanouka, pour que précisément les Kohanim ne se vendent pas de la victoire militaire. On revient toujours au non politique, en fait. On revient toujours au non politique. Il y a quelque chose où on s'arrange toujours pour court-circuiter la dimension politique des événements. Voilà, et donc un juif qui va parler de l'étranger dans les termes où M. Zemmour, d'abord, il donne bonne conscience à ceux qui ne sont pas juifs, parce que précisément, si c'est un juif qui le dit, c'est comme s'il donnait une caution morale. Et ça arrange bien des personnes, y compris toute l'extrême droite, qu'un juif puisse parler comme ça de l'étranger. Alors vous avez évoqué Purim, ce sont des étapes, Toubi Shvat le 15 Shvat, Purim le 15 Adar, un mois plus tard Pessah. Je voulais terminer là-dessus justement, Pessah c'est le sommet d'un chemin, et sur ce sommet, il y a encore un sommet, c'est la consommation du Korban Pessah, du sacrifice. Aujourd'hui, on ne le fait plus, mais enfin, le Seder prend cette place-là. Puis dans la Torah, il y a une règle assez claire. Tout étranger, ben nechar, ne pourra en manger. Alors, c'est qui cet étranger? Alors, cet étranger, ça peut être un juif, mais qui est idolâtre. Donc là, c'est plus ethnique. C'est plus ethnique. Et ça peut être aussi un non-juif qui n'a pas fait sa Brit Mila, qui n'a pas inscrit dans son corps, sur son corps, l'identité juive. C'est-à-dire quelqu'un qui accompagnerait le peuple juif et tout ça, mais qui n'a pas franchi ce pas. Qui n'a pas franchi ce pas. Et ce qui est intéressant dans la constitution de cette mitzvah, du Korban Pessah, c'est que, eh bien, et c'est ce qui va faire peuple, eh bien, c'est la constitution. On n'a pas dit au peuple juif, vous allez tous vous réunir et puis vous allez tous manger le korban ensemble. Non, on ne dit pas ça. Là encore, vous allez vous réunir bête à vote. Dans la maison des pères, vous allez, et puis on va nommer les gens. Ça veut dire qu'encore une fois, le peuple, c'est pas totalitaire. C'est toujours des petits groupes, c'est à échelle humaine. Donc ce n'est pas la grande communion nationale où disparaissent, où sont anonymisées les personnes. Non, au contraire. C'est toujours garder le critère de la subjectivité à l'intérieur du peuple. Parce qu'on ce qu'on craint le plus, c'est le totalitarisme. Parce que le totalitarisme, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule idée, une seule manière d'être. Or, le peuple juif, encore une fois, c'est tout ce qui... À la fois, il y a une loi pour tous, et d'ailleurs on le voit dans la loi orale. La loi orale, c'est quoi? Puisque, là, c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que après les prophètes, eh bien, il va y avoir le relais dans la parole des chachamim. Des sages. Des sages, la parole des sages. C'est ça qui va être de nouveau maintenant le nouveau critère
et on va appeler ça Emunat Rachamim, la confiance qu'on a dans la parole des sages. Mais vous le voyez bien dans la Torah orale, eh bien, chacun a son avis. Rabbi a dit ça, un autre a dit ça. Il y a toujours la pluralité également de la pensée. Donc, ce qui fait que ce qui fait peuple, eh bien, c'est ce qui échappe à la fois au totalitarisme et en même temps ce qui conserve la particularité de chacun d'entre nous. Et on nomme, au Corban Pessah, on nomme les gens qui seront à notre table. Alors dans la suite de cette dimension non ethnique de la judéité, il y a un passage du Talmud qui nous donne 3 critères qui font le juif, des critères éthiques. Le juif idéal, on va dire, c'est pas du réel dont on parle, les juifs seraient pudiques, baïchanim, c'est-à-dire gênés, il éprouve de la honte. Boucha, voilà. Il éprouve de la honte. Absolument. Ça renvoie au corps à nouveau. Mm-hmm. Gom les chassadim, généreux, et rachmanim, miséricordieux. Ils éprouvent de la pitié. Pourquoi ces 3 critères-là? Eh bien, de la même manière que précédemment, à l'époque de Mordechai, on va parler du juif avec la rupture de l'idolâtrie, où il va conserver son lien au vertical. Eh bien, le juif, c'est d'abord celui qui a une relation avec également la relation horizontale, à savoir l'autre, le acher, celui qui est différent du sien, donc le rapport à l'altérité. Donc, les critères d'une nation, c'est d'abord le rapport à la transcendance, le rapport vertical, et c'est aussi, pour qu'il y ait fraternité, le rapport à l'altérité. Et donc ces 3 critères, évidemment dans l'idéal, c'est celui qui aura du chesed, qui sera dans la retenue. Donc celui qui est dans la retenue, il n'est pas dans un rapport de pouvoir avec les autres et avec lui-même. Et celui qui va faire du gmilut rasamdim, qui va être généreux. Donc ce qui veut dire que les critères humains ne vont pas être des critères de rapport de force. Et d'ailleurs, il y a une autre Gemara dans Betsa qui nous dit que si le peuple juif n'avait pas la Torah, eh bien ce serait un des peuples les plus forts, comme la chèvre. La chèvre. La chèvre qui est entêtée, le chien, on peut parler de fidélité, ou bien on peut dire seul comme un chien, le coq, fort comme le coq c'est celui qui discerne le temps, et le caprier. Caprier, pourquoi? Parce que le caprier, c'est une plante qui pousse n'importe où, et qui n'a pas besoin d'eau, où tout se mange. Alors c'est péjoratif ou laudatif, ça? Alors, ça pourrait être péjoratif en première lecture. Mais on a le Maharal, justement, qui va nous réhabiliter ce texte, parce qu'il oppose justement au texte que vous venez de me citer, et qui va dire que, eh bien, peut-être qu'être entêté, eh bien, par moments, c'est une qualité. Peut-être que être fidèle à Dieu, ce que sont rarement les Juifs, eh bien, mais il s'agit aussi de la fidélité par rapport aux autres, la fidélité en tant que nation. Ensuite, la première mitzvah donnée aux Juifs, c'est le temps. Donc, le coq, celui qui discerne le temps. Et quelle serait la dimension négative du coq? Alors, eh bien, celui qui ne pense que dans l'instant. Le juif, c'est celui qui va toujours avoir un lien avec l'ancien, qui entretient le passé, pour entrer dans la modernité. Roé est un olad, voilà. Qui voit ce qui va advenir. Voilà. Et le juif, c'est celui qui est partout. Et qui, voilà. D'ailleurs, quand on demande aux gens, quand vous prenez un taxi dans Paris et que vous demandez combien il y a de juifs dans le monde, ils vont tous vous dire 300 millions, 400 millions, alors que nous sommes si peu. Merci beaucoup, Françoise Atlan. Les juifs,
Un peuple, une nation, une famille donc aussi, et une manière d'être homme finalement, de s'inscrire dans le monde par sa chair notamment, par son comportement. En gardant à chaque fois la dimension humaine, L'horizontalité. l'horizontalité. Merci à vous, bonne campagne présidentielle et merci à vous pour votre fidélité.